C'est avec David et Sébastien que nous allons parcourir notre revue de presse web et tech. Qu'est-ce que la DLDSR et qu'est-ce que ça va apporter à la gamme des cartes graphiques RTX de chez Nvidia? Explication dans cet épisode. Un nouveau venu dans la famille des malveillants, SysJoker, sa cible, les Mac. La France compte une 25e licorne, Exotech. Que fait cette start-up qui emploie 350 salariés et compte engager pas moins de 500 ingénieurs en recherche et développement d'ici 2025, on en parle dans ce numéro. Dans quelques instants, on parlera évidemment de la grosse annonce de la semaine, l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft pour presque 70 milliards de dollars. Bienvenue et d'avance, merci de vous abonner au Techno, merci également pour le partage de nos contenus dans vos réseaux. Bonjour messieurs, comment allez-vous ? Bonjour Marc, bonsoir David. Bonsoir David. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, oui. Bonne nuit, oui. David est en Thaïlande, je tiens à le rappeler, donc il est un petit peu en décalage horaire par rapport à nous. Pour ça qu'on dit bonsoir, et pour lui, bonne nuit, presque bon matin si on traîne encore un peu. On salue ceux qui nous ont laissé des commentaires, ça et là, comme par exemple 3DS Max 4, qui nous a laissé un sympathique message via Apple Podcast France. Il y a également Valo Haro. C'est très bizarre comme pseudonyme. Cubignol, Eric Andelin, Renaud qui nous a laissé également un message. Je ne sais pas si c'est sur Facebook ou Instagram. C'était d'ailleurs pas un message, c'était un like. Donc voilà. On va revenir d'ici quelques minutes sur Elise. Vous savez, l'application façon Tinder dont on a déjà parlé la semaine dernière. Mm-hmm. Mais avant cela, il y a d'autres choses évidemment dans la conduite. Ce que je vous propose de faire, c'est de directement attaquer cette conduite, si vous voulez bien. Notre fameuse abécédaire commence avec la lettre A. A comme Activision Blizzard. Sébastien, on va parler donc de Microsoft qui se paye cette pépite. C'est même plus qu'une pépite. C'est un rocher. C'est un joyeux. Que dis-je ? C'est un rocher. C'est un pic. C'est un cap. C'est une péninsule. Ça y est, je me sens lyrique ce soir. Oui, bonjour à tous et à toutes. Ouais, je suis pas un gamer, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les technos, mais là on pouvait pas passer à côté de cette news dans le monde de la tech, de Microsoft, comme Marc tu l'as dit dans le chapeau, qui a annoncé son intention de racheter Activision Blizzard, qui n'est pas un studio de jeu, mais une constellation de plusieurs studios. Il y a une vingtaine de studios indépendants qui rapportent tous à Activision Blizzard, mais qui opèrent sous des marques différentes. Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush. Moi, je suis pas gamer pour dessous, mais tous ces noms-là, je les connais. J'ai mes enfants qui jouent avec, etc. Ce sont quelques pépites de Activision. 70 milliards d'euros. Alors, pour une société qui vaut en bourse 2000 milliards, c'est une pacotille, vous allez me dire. Enfin, c'est pas parce qu'ils valent 2000 milliards en bourse qu'ils ont 2000 milliards sur le compte en banque. Faut pas changer là. Mais voilà, je voulais regarder plutôt à la dynamique du marché, qui est cette consolidation, parce que c'est pas le premier rachat de Microsoft dans le domaine des jeux. Ils ont racheté pour 20 milliards de dollars un autre groupe de studios un peu plus tôt, c'était l'année passée, Nuance. C'est toujours en cours de finalisation d'acquisition à cause des règles d'anticoncurrence, et on se demande, et nous sommes beaucoup à nous demander, et les régulateurs de marché se posent la question, est-ce que cette acquisition va passer au travers du prisme anticoncurrence aussi, sachant que l'administration Biden a donné mandat au Federal Trade, je cherche l'acronyme FTC, ça me revient pas, Federal Trade Committee ou quelque chose comme ça, enfin la commission qui s'occupe de la concurrence aux États-Unis. Ou Commission, merci à David, de renforcer les règles anti-concurrence et d'être plus strict, notamment avec les GAFAM. Et donc Microsoft fait partie évidemment des GAFAM. Là où on est plutôt optimiste, c'est qu'ils ne rachètent pas un concurrent, ils rachètent une verticale, puisqu'ils fournissent les boîtes, les Xbox qui permettent de jouer, les PC Windows, etc. Ce qu'ils achètent, c'est pour mettre du contenu là-dedans. Donc c'est assez complémentaire finalement comme achat, et ça se tient dans une stratégie. Un autre chiffre qui a attiré mon attention, c'est que récemment Microsoft a eu son call public avec la presse spécialisée pour publier leurs résultats. Et si on regarde le résultat de Microsoft globalement, qui fait des tas d'autres choses, ils vendent du matériel, ils ont une activité cloud, donc le jeu c'est qu'une petite partie de Microsoft. Les résultats de la division consumer, c'est 13 milliards de dollars. Je parle de résultats.
je parle pas nécessairement de revenus, donc je parle pas de bénéfices, je parle de chiffre d'affaires ici, 13 milliards. En sachant que ça n'inclut pas que les jeux, c'est tout ce qui est consumer. Donc les tablettes Surface, par exemple, ça rentre dans cette catégorie-là aussi. Ils n'ont pas fait le breakdown, le découplage dans cette catégorie-là. Donc ils rachètent quand même pour 20 plus 70, enfin 68 milliards de dollars, 88 milliards de dollars de sociétés, alors qu'ils en gagnent 13 par an sur cette division-là, sur ce marché-là. Donc ça met en perspective la taille de ce rachat, parce qu'on peut se dire, ok, c'est Microsoft, mais non, ça reste un investissement massif de la part de Microsoft pour acquérir du contenu, et peut-être aussi pour asphyxier. Je veux pas leur prêter des mauvaises intentions, et peut-être que ça sera pas le cas, mais ils sont dans une position aussi pour négocier des contrats, notamment la licence de Call of Duty est en train d'expirer côté Sony, côté PlayStation. Est-ce qu'elle sera renouvelée? Est-ce que Microsoft va utiliser ce genre de licence pour favoriser sa Xbox par rapport à la PlayStation? Ce serait une stratégie commerciale qui se défend, qui tient la route, à voir et à suivre comme d'habitude. Qui se défend, mais en même temps qui donnerait raison quelque part à l'autorité de la concurrence et de régulation. Donc, est-ce qu'ils oseront aller jusque-là, ou en tout cas, enfin, voir comment tout ça va se goupiller. C'est quand même une somme. Enfin, on est de nouveau dans la démesure, hein, des sommes colossal. On le sait depuis longtemps, c'est presque, voilà, on sait que le jeu vidéo est un secteur industriel qui rapporte énormément d'argent, maintenant plus que le cinéma, hein, si je dis pas de bêtises, depuis déjà pas mal d'années. Ouais. Donc ça en dit long sur l'importance de la stratégie dans ce domaine et de l'importance des acquisitions qui sont faites. Je sais pas si David avait un commentaire à faire par rapport à ces acquisitions. Microsoft, ça me fait peur parce que ils ont déjà racheté des choses et qu'ils ont un peu saccagé ce qu'ils ont racheté par après. Maintenant, Microsoft a sorti des très bons jeux vidéo. Je pense par exemple à Forza, je pense à Flight Simulator. Donc ils ont des succès. Blizzard Activision, c'est quelque chose d'énorme, dont des jeux qui je vais pas dire mon enfance, mais quasiment les World of Warcraft, Starcraft, Diablo, Hearthstone, etc. Voilà, c'est des jeux que j'ai aimés, que j'aime toujours. C'est voilà, et j'ai déjà connu tellement de fois dans le passé des studios qui se faisaient racheter et qui perdaient un peu leur âme au rachat. Maintenant, bon, d'un autre côté, avec l'évolution au fil du temps, Blizzard a parfois aussi pris des mauvais tournants dans son histoire. Il y a déjà eu des rachats, ces différents studios, donc voilà, il faut wait and see, comme je dirais. On va voir. Faut voir ce qu'ils vont en faire, comment ils vont ils vont gérer cette pépite. Oui, pour conclure. Oui, déjà si ça passe le prisme des différentes commissions de surveillance de la concurrence, aussi bien en Amérique du Nord qu'en Europe, donc c'est pas encore fait. C'est une affaire à suivre et à suivre pendant probablement toute l'année 2022. Il faut pas se tromper. On est en 2022. Chaque fois, il faut réfléchir, effectivement. Vous en apprendrez certainement bien plus et avec des gens bien plus pointus si vous allez consulter une chaîne YouTube de gamers ou un podcast de gens dont c'est vraiment le cœur de leur contenu. On survole un peu ce sujet ici, mais voilà, c'est parce que c'est un sujet hautement technologique et c'est pour ça qu'on avait envie de vous en parler. Évidemment, on peut passer à la suite. La lettre C comme Chine. David, on va parler de la Chine qui construit, tenez-vous bien, une lune artificielle. Pourquoi
Pourquoi ? Parce que les Chinois s'intéressent à la Lune. D'ailleurs, petite parenthèse, le cube n'était pas un cube et juste un rocher finalement. Oui, c'est juste Sur la c'est- partie les très photos. saline. cette forme. Je l'avais de repartager sur le compte Twitter des technos. Cette forme qui semblait être très angulaire et très artificielle quelque part, vue de loin. Le rover s'est rapproché. On a vu que en fait, c'était pas si carré que ça. C'était voilà, ça aurait pu être même un petit nuage. Sur la Lune, ce serait étonnant, vous me direz. Mais c'était voilà, c'est encore un truc rigolo. On se doutait un petit peu, hein. Il faut pas Sans étonner douter. non plus. Mais on avait promis de donner des nouvelles et je pense qu'on l'avait pas fait la semaine dernière. Non, c'est vrai. Pour la petite parenthèse. Voilà, donc la Chine construit une deuxième lune artificielle, mais bon, évidemment, c'est le gros titre pour faire cliquer. Ce n'est pas la réalité, c'est tout à fait autre chose. Ce qui se passe, c'est que faire des expériences en faible gravité, ce n'est pas facile. Ça demande de faire des vols paraboliques en avion. Ça ne dure qu'une poignée de secondes. Ça coûte très cher. Et ici, en fait, c'est construire une micro-lune qui fait en fait 60 cm de diamètre, qui est une sphère qui va être en lévitation magnétique à 60 cm du sol aussi. J'ai relu l'article et encore, je me suis dit, coïncidence, 60, non, c'est apparemment les bons chiffres. Dans une atmosphère très léger, donc un vide. Tout ça pour pouvoir faire des expériences de gravité à toute petite échelle. Oui. Ça se base en fait sur une étude qui avait été faite par un Russe qui avait en fait fait léviter une grenouille dans un champ magnétique très puissant, et en fait un champ magnétique. Non, mais Il faut lui faire manger beaucoup de fer avant, beaucoup d'épines. Mais c'est un physicien russe qui était gagnant d'un IG Nobel, donc un prix satirique. Donc c'est pas le vrai prix Nobel, c'est un prix satirique qui récompense des découvertes scientifiques insolites. Mais c'était pas de la blague, c'était insolite. Et en fait, avec un champ magnétique suffisamment puissant, on contre les effets de la gravité, et c'est sur ça que se base ici. Mais ici, c'est très scientifique, et ça va permettre de pouvoir faire des recherches à terre qu'on ne pourrait pas faire autrement. Donc c'est vraiment du laboratoire, quoi. Voilà, du laboratoire, parce que il y a même pas la taille pour y mettre un taïkonaute. Donc, non. Un astronaute chinois, c'est trop, un tout petit, oui, ou une grenouille. Oui, c'est ça, chinoise. Une rainette. Une rainette. Aux yeux bridés, pour le coup. Bien sûr. Non, mais voilà, alors c'est vrai que on est un peu dans l'abstrait, hein, parce que comme c'est du travail de laboratoire, on se demande comment ça va, quelle tête ça va avoir, etc. On est dans quelque chose de très théorisé en fait, comme solution. C'est essentiellement pour tester des choses en laboratoire sans être obligé effectivement d'aller sur la Lune, de faire des simulations. Oui, c'est ça. Je suis pas physicien. Je me demande comment est-ce qu'on peut reproduire ces conditions de microgravité avec 60 cm. Voilà, je comprends que c'est sous vide, qu'il y a un champ magnétique, etc. Peut-être que c'est le champ magnétique qui fait la microgravité. Je sais pas si tu t'y connais plus, David, et si tu peux expliquer. Mais à 60 cm du sol, avec une sphère de 60 cm, on va rester dans le champ de l'attraction terrestre et donc être fortement influencé par l'attraction terrestre. Et justement, c'est ça. Le champ magnétique est censé être tellement fort que ça va contrer justement cette gravité terrestre. Et cette sphère de 60 cm de diamètre
va exercer une gravité, elle, sur son entourage, et les expériences sont en fait pour faire des expériences de gravité de cette microlune à une échelle très petite, et avec tout un dispositif de laboratoire autour qui justement est là pour contrer les effets de la gravité terrestre. D'accord. Maintenant, en effet, il faudra voir la réalité de la chose, parce que 60 centimètres, même si c'est du tungstène ou de l'or, qui sont les métaux les plus massifs, ça va quand même pas peser des tonnes, une masse qui fait même beaucoup de tonnes, c'est vraiment négligeable. Donc voilà, c'est vrai que c'est une très bonne question. Maintenant, même chose, wait and see, on verra ce que ça donne. Si on a des physiciens à l'écoute qui n'hésitent pas à nous expliquer le principe, parce que c'est vrai que tous les articles que l'on voit, ils disent « Oui, on va faire une nouvelle lune, machin, etc. » On s'arrête un peu à ça, les dimensions, etc. Mais l'explication et la manière dont tout ça va se passer dans les faits, au-delà de la théorie, ça, on a très peu d'explications. Ceci étant dit, elle n'est pas faite, la lune encore, si je puis dire. Il faut encore, c'est ça aussi. On est dans de la théorie de nouveau, même à ce niveau-là. Je suis assez déçu des Chinois parce que quand on voit les titres dans la presse, la Chine va faire une lune artificielle, créer une nouvelle lune, etc. Je m'attendais à un truc énorme, peut-être en orbite même, mais non. Une étoile noire de 60 cm pour le moment. dans ce genre-là, ouais, un truc plus massif, quoi, plus waouh. Oui, c'est ça. Oui. Le Chinois est décevant. on va rester là. Voilà. Si vous avez des informations à nous communiquer complémentaires ou un bon podcast ou une bonne chaîne YouTube qui en parle de manière précise, on s'en fera l'écho avec grand plaisir. Comme Élise, c'est bientôt l'accession à l'Élysée, l'élection présidentielle en France, c'est dans une centaine de jours, si je dis pas de bêtises. Mars, avril, quelque part par là. Ouais. Et donc, on en avait parlé lors de l'épisode précédent de cette application Élise, qui est censée stimuler, on va dire, les publics les plus jeunes et aussi les sensibiliser à la chose politique, à ce que chaque parti et chaque candidat ont à offrir sous forme d'une application, une application un peu à la Tinder, quoi. C'est-à-dire que vous swapez à droite ou vous swapez à gauche, pas des candidats, mais des idées. Et au bout d'un certain temps, vous avez après 25, je pense déjà après 25 ou 50 swaps à gauche ou à droite, c'est ça. On a déjà une tendance qui s'inscrit et où vous pouvez vous dire, tiens, moi je serais plutôt tel candidat, je serais plutôt du bord de tel candidat ou plutôt du bord de tel autre candidat. Ça, c'est le contexte. C'est très bien résumé. C'est ce qu'Aurélien avait expliqué la semaine passée. Et je voulais revenir dessus parce que cette application fait le buzz, elle est partout dans les médias. Et du coup, comme elle est partout dans les médias, il y a plein de théories du complot, des gens qui disent ouais, mais ça a été influencé par tel parti, etc. Non, c'est pas vrai. C'est deux développeurs, des jeunes gars assez talentueux. François-Marie Grégoire Cascara, qui malheureusement font le feu de plein de critiques, donc finalement ils sont pas responsables parce que l'idée qu'ils avaient au départ était plutôt sympa. Alors moi je voulais juste accrocher. Oui, tu veux rajouter quelque chose, Marc ? Oui, on avait juste évoqué ça avec Picaboo la semaine dernière, le fait que c'était un outil aussi qui pourrait être utile pour collecter de l'information, donc faire office de sondage entre guillemets, qui ne dit pas son nom. Et effectivement, d'après ce que dans les CGU, la politique de confidentialité de l'application en question, j'ai essayé de vous retrouver ça, de vous la montrer vite fait. Il était marqué la semaine passée qu'effectivement, il se réservait le droit de récupérer l'information anonyme pour la revendre à des tiers. Ouais. Voilà, pour les anonymiser à des tiers. Voilà. Donc c'était quand même inscrit dedans. Il y a deux nouveautés cette semaine qui viennent dans ce sens-là. Ils ont fait une mini-conférence de presse avec un youtubeur célèbre hier ou avant-hier pour dire on va effacer toutes les données au fur et à mesure qu'on les reçoit. On ne stocke plus les données pour rassurer les gens. Et ils ont accepté de passer en open source aussi, parce que c'est une des grosses critiques qu'il y avait. On ne pouvait pas voir l'algorithme de matching. Il se trouvait que dans certains cas, Macron était favorisé et c'était pas du tout une idéologie politique. Ils se sont expliqués là-dessus aussi. C'est assez marrant. Quand il y avait des candidats à ex-aequo, c'est le premier de la liste, de leur liste à eux,
la structure interne du programme qui sortait, parce que l'algorithme de tri du langage de programmation qu'ils ont utilisé, JavaScript, faisait que quand il y a un ex-aequo dans le tri, c'est l'ordre initial de la liste qui prime, et Macron était avant l'autre. Donc tu vois, ce genre de biais dans l'application, c'est un biais technique, c'est surtout pas un biais idéologique, mais directement c'est mal interprété. Et comme l'application a beaucoup de succès, il y a beaucoup de perdus qui le regardent et qui vont directement dériver des mauvaises intentions à cela. Moi, je voulais revenir sur une autre nouvelle, sur un petit hack qu'il y a eu sur l'application, et en fait, je voulais prendre l'exemple de cette application pour démontrer le comment du hack, parce que quand on dit on s'est fait hacker au niveau sécurité, et Dieu sait si on en parle ici beaucoup dans les technos, ça a l'air toujours un peu magique. Et là, il y a un monsieur qui a expliqué, il s'appelle Mathis Hamel, qu'il est arrivé à changer la liste des propositions des candidats dans l'application, donc à envoyer des nouvelles propositions en les associant à des candidats, simplement en passant par l'API de la partie cloud. Et je voulais profiter en 2 minutes de démonter ce hack avec vous pour vous montrer que finalement c'est de la manipulation de fichiers. Il faut savoir ouvrir un fichier zip, il faut pouvoir aller chercher le bon fichier dans les fichiers qui ont été dézippés, il faut pouvoir regarder un peu du code, mais c'est pas sorcier, c'est à la portée de tout développeur. Et je voulais un peu démystifier quand on dit attention, ça s'est fait hacker, etc. Alors le monsieur Mathis Hamel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'application Android. Une application Android, c'est un package APK, c'est un fichier APK. C'est quoi un fichier APK? C'est un fichier zip. Donc il suffit de le dézipper et on voit tous les fichiers qui composent l'application. En général, ce qu'il y a dans une application, ce sont les images, les vidéos qui sont dans l'application, peut-être des signatures électroniques pour éviter que vous alliez changer l'application, et puis des fichiers binaires, donc du code exécuté par le processeur du téléphone. Il se trouve que les développeurs de cette application ont fait, ils ont utilisé un outil qui s'appelle React, qui permet de faire une application web packagée dans une application mobile. Et donc, le package, il contient non pas des binaires, mais du code source, comme dans votre page web, du JavaScript. Ce JavaScript, il est un peu obfusqué. Obfusqué, ça veut dire qu'on le minimise, on essaie de le faire le plus compact possible, donc on remplace tous les noms de variables, les noms de fonctions par 1 lettre, 2 lettres, 3 lettres, ce qui fait un truc assez imbuvable, c'est difficile à lire. Parce que quand tout s'appelle AA, AB, AC, AD, AE, etc., c'est difficile de dire, tiens, c'est la variable qui fait quoi, ça, c'est la fonction qui fait. Mais donc, avec un tout petit peu de patience quand même sur du code obfusqué et des outils qui aident un peu à désobfusquer, à restructurer le code, il y a moyen de comprendre la structure du code. Et il s'est rendu compte que cette application appelle un serveur, je sais pas où il est, ça peut être on-prem chez eux ou dans un cloud chez OVH, je sais pas, peu importe, appelle un serveur pour obtenir les propositions des candidats, pour aller lire les données. Donc ça leur permet à eux, les développeurs, de gérer tout le contenu de l'application côté serveur sans devoir republier l'application et la déployer sur tous les mobiles à chaque fois qu'ils changent quelque chose. C'est une architecture assez classique. L'application mobile appelle une API, ça s'appelle, pour aller chercher ça sur le serveur. Et il se trouve que pour appeler cette API, il faut être autorisé pour le faire. Donc il faut un petit jeton d'authentification qui dit hey, c'est moi, c'est l'application, je suis pas un méchant. Et ce jeton d'application, le développeur, le hacker en question, le méchant hacker en question, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu compte que ce jeton, il pouvait servir aussi bien à lire des données qu'à écrire dans l'API. Il a essayé d'écrire un truc et ça marchait. Pas de bol. Donc, enfin, pas de bol pour les développeurs en tout cas. Et donc, il a réussi à modifier la liste des propositions des candidats. Il a évidemment immédiatement averti les 2 développeurs et ils ont travaillé ensemble, dit-il dans sa thread sur Twitter, une partie de la nuit, dit-il aussi, pour corriger ce problème-là avant de publier tout son hack sur Twitter. Et je trouvais la démarche intéressante. 1, j'ai trouvé un bug. 2, je préviens les développeurs. 3, je les aide à fixer. 4, je publie comment j'ai fait. De façon extrêmement claire et extrêmement simple, et ça démystifie un peu ce vilain hacker qu'on imagine avec un sweat en capuche qui fonctionne, qui travaille dans une cave à demi noire, avec des chiffres qui défilent sur son écran, etc. C'est pas ça, c'est être capable de dézipper. Je veux pas minimiser ce qu'il a fait. Enfin, il faut avoir le temps déjà de le faire, mais c'est dézipper un fichier, c'est aller chercher les bons fichiers sources, arriver à les comprendre, les passer dans des outils pour les comprendre, et puis tester des trucs. Tiens, j'essaye ça, et il y en a un qui marche alors que ça devrait pas. Donc méfiez-vous que parfois de l'image que vous vous donnez du hacker, en général c'est juste des bidouilleurs plus ou moins talentueux, parfois très talentueux, parfois juste des adolescents étudiants qui essayent des trucs. C'est pas le cas ici, c'est pas ce que je veux dire. Et voilà. Donc voilà, j'ai pris l'opportunité de parler de ce hack et d'Élise pour remettre un peu le focus sur pour remettre un peu le focus sur cette application. Élise également.
On mettra le lien évidemment vers le tweet sur Twitter de Mathis Hamel où il explique tout ça dans un fil assez complet et assez didactique. C'est quelqu'un qui d'ailleurs est relativement spécialisé aussi dans la vulgarisation des développements et autres. C'est toujours intéressant d'avoir ce genre de contact dans sa liste si le sujet vous intéresse. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Au-delà de ça, l'application, moi je l'ai testée alors que je suis pas français. Hein. Donc je l'ai testée. Moi je la trouve plutôt bien foutue. Elle est bien faite, ouais. C'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça fait le job. Donc c'est déjà pas mal. Et si ça peut aider à se positionner par rapport à souvent des scrutins qui sont pas faciles, hein, faut le reconnaître, faut se lever de bonheur pour arriver à comprendre quels sont les programmes des uns et des autres, parce que finalement c'est ça, c'est de l'apprentissage un peu par question-réponse de ce qu'il y a au menu, on va dire. Après l'affinité politique. Ouais. La difficulté, parce qu'on fait ça, je l'avais d'ailleurs dit la semaine dernière, ça arrive aussi qu'on fasse ce genre de choses en Belgique. Souvent ce sont des organes de presse, des chaînes de télévision qui organisent ce genre de choses, et c'est fait en collaboration avec des universités pour arriver à avoir comment je veux dire ça, d'avoir une analyse scientifique assez fine du programme des candidats, parce qu'il faut pour en faire des phrases, voilà, c'est ça, parce que il faut quand même en faire des phrases qu'il n'y ait pas de biais dans la suggestion. Or ici, il y a quand même quelques biais que je trouve, parce que c'est vraiment brut de décoffrage, et voilà. Donc ça par contre, ça manque peut-être de finesse dans la proposition, mais sur l'application elle-même, d'un point de vue technique, on n'a rien à critiquer à ce machin-là. Voilà. Je sais pas si David, pour le coup, avait un truc à rajouter là-dessus, je ne sais pas. Oui, Sébastien avait tout à fait raison de mentionner qu'en fait, on a l'impression toujours que un hacker, c'est quelqu'un qui est méchant et qui en veut au monde entier et qui ne veut que du mal aux gens, alors que ce n'est pas vrai du tout. Le terme hacker, c'est quelqu'un qui est en fait très pointu techniquement et qui va jusqu'au fond des choses pour découvrir justement des possibles failles de sécurité, découvrir la manière de contourner certaines choses. Mais il y a des hackers qui font ça de manière tout à fait professionnelle et tout à fait positif. Voilà. Hacker, ce n'est pas quelque chose de péjoratif, alors que voilà, ce n'est pas un gros mot, et pourtant c'est comme ça qu'ils sont vus. Oui, et puis faites gaffe aussi aux clichés véhiculés par les séries télé, je pense à Mr. Robot et autres. Ça fait de très bonnes séries, il faut être clair, mais c'est pas toujours le reflet de toute la réalité. C'est une petite partie, mais c'est pas toute la réalité, effectivement. Oui. On va parler de Lenovo, à la lettre L comme Lenovo, forcément, David. Lenovo qui verrouille les CPU Ryzen. Alors il faut nous expliquer pourquoi, et comment, qu'est-ce, quoi, comment. Pourquoi et comment, voilà. Pourquoi et comment. Le pourquoi, officiellement, c'est dans un souci de sécurité. Le comment, AMD, dans ses processeurs Ryzen, a une technologie en place qui s'appelle le PSB, qui est en fait le Platform Secure Boot. On en a parlé avec Microsoft. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est aussi une plateforme de sécurisation du boot qui est destinée à protéger les machines. Originellement, les machines très haut de gamme, donc des serveurs. On parlait de Threadripper. Des processeurs qui coûtent 5 à 10 000 euros pièce, voire même plus. Voilà. Du matériel très 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 haut de gamme, et en fait comment ça se passe, c'est que ces processeurs ont des fusibles internes qui peuvent être brûlés de manière
par programmation. Et donc, la carte mère peut envoyer des instructions au processeur pour dire voilà, la carte mère a tel numéro de série, le chipset a tel numéro de série, et fait brûler les fusibles à l'intérieur du processeur, ce qui fait que le processeur en quelque sorte est marqué de manière définitive et irréversible, et devient lié en fait à la carte mère et au matériel. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est mal de faire ça? Pourquoi est-ce que c'est mal? À mon avis personnel, c'est que on achète du matériel et le matériel, on en devient prisonnier. Il faut savoir que des processeurs de ce prix-là se retrouvent bien souvent en vente en seconde main, après que la machine ait fini sa vie première. Oui. Ce sont des processeurs qui sont toujours très 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 bons pour des sociétés qui ont peut-être moins les moyens, mais qui sont très contents d'avoir un processeur haut de gamme, même s'il a 3 ou 4 ans. Et le problème, c'est qu'il n'y a aucun moyen de savoir qu'un processeur a été verrouillé ou pas en l'achetant. Donc c'est tout à fait impossible à le savoir en le voyant en photo sur un site de vente en ligne. Donc ça crée pour moi quelque chose qui n'est pas très acceptable, et c'est de l'obsolescence programmée, et essayer d'éviter que les processeurs aient une deuxième vie. Oui. À côté de ça, il y a un autre souci, c'est que apparemment non seulement ça empêche de mettre le processeur dans une autre machine, mais apparemment des processeurs qui n'ont pas été verrouillés pour le matériel semblent ne pas toujours non plus fonctionner. Donc ça pourrait aussi limiter la possibilité de mettre à jour ces machines avec un processeur plus récent. Maintenant, normalement, ce n'est pas le cas. Normalement, si on remplace le processeur par un autre processeur le même ou un peu plus élevé, normalement il y a un avertissement au boot qui dit attention, ce processeur, vous avez changé de processeur, veuillez cliquer sur yes pour verrouiller le processeur à la plateforme. Avec un petit message qui dit vous n'êtes pas obligé, mais par contre à chaque boot on va vous rafficher ce message là jusqu'à ce que vous cliquez sur yes. Et une fois qu'on a cliqué sur yes, là c'est fini. Donc ça, je trouve pas ça super sympathique. Par contre, ce qui est bon, c'est pas tout à fait tout nouveau ça. En fait, ça date déjà de plusieurs mois. Par contre, là, ce qui est pire, c'est que Lenovo a la volonté apparemment d'implémenter cette technique sur les Ryzen Pro. Les Ryzen Pro qui sont en fait des processeurs Ryzen 5, Ryzen 7 Pro qui équipent des mini ordinateurs qui sont là, ne sont pas des serveurs qui coûtent des dizaines de milliers d'euros, mais des machines qui coûtent 500 euros, 500 à 1000 euros, qui sont des mini PC grand public. Et là, ça je trouve vraiment ça pas bien, voilà. Moi je trouve ça, oui, c'est un peu fort de café. On va en parler avec Sébastien, peut-être qu'il y a une opinion sur le sujet. J'étais en train de t'écouter, David, et je me dis, moi, je suis tellement au-dessus, enfin, pas sans aucune connotation péjorative, au-dessus dans les couches d'abstraction des CPU. Je vis dans un monde cloud, serverless, où je déploie du code sans savoir ce qu'il y a en dessous. À la rigueur, que ça soit de l'Intel, de l'AMD, voire même de l'ARM, ça me concerne pas trop en tant que développeur. Et je me disais, voilà, c'est deux mondes différents. Et malheureusement dans ma sphère, dans ma bulle professionnelle, je connais peu de monde qui descend à ce niveau-là, au niveau des processeurs, et je me disais tiens, quel est l'intérêt professionnel, technique, d'aller à ce niveau-là, mais je suis peut-être complètement biaisé.
Tu veux dire remplacer un processeur, éventuellement upgrader une machine ou... Non, mais je veux dire même au niveau de l'informatique professionnelle, mais je suis entièrement biaisé. Qui s'occupe encore de savoir quel est le processeur, quelle est la machine, où se trouve la machine? Non, on achète un service et on se connecte à ce service. Voilà, mais c'est mon biais professionnel. Voilà, c'est mon point de vue. Donc voilà, mais je trouve ça super intéressant d'écouter David, et donc je me suis retrouvé pendant 2 minutes auditeur du podcast. Au-delà de ça, pour le particulier qui s'achète une machine en se disant et souvent on réfléchit au fait que la machine va durer dans le temps et que changer le processeur, c'est une option sur la durée de vie de la machine. Et souvent aussi, enfin, peut-être pas je parle pas de mon cas personnel, mais je sais qu'il y a des gens qui disent oui, mais je vais remplacer le processeur, et comme tu le disais très bien, David, l'ancien processeur, c'est pas devenu un cale-porte pour autant, on peut le revendre, on pourrait éventuellement le revendre, comme quand on change sa carte graphique, ou quand on voilà. C'est ici, autant souder le processeur sur la carte mère, quoi. C'est dire que le processeur, il est marié avec le device jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à la fin de la vie du device, ce qui empêche toute progression, enfin si tu l'as dit, mais avec des messages d'erreur ou des messages où il faut répondre oui de manière systématique. C'est contraignant, voilà. On est que dans la contrainte en fait avec ce sujet. Ça c'est pour la mise à jour. Par contre, le processeur, une fois qu'il a été marqué, il ne fonctionnera pas sur une autre machine. C'est ça. Oui. Maintenant, moi, je vais parler de mon expérience. Sébastien parlait du monde d'abstraction d'aujourd'hui, ce qui est tout à fait vrai. Moi, j'ai évolué depuis que je suis tout petit dans construire, assembler les ordinateurs à l'université, les étudiants. J'ai déjà eu des cartes mères où j'ai remplacé 3-4 fois le processeur dessus parce la carte mère, elle a une durée de vie 5-6 ans, et en 5-6 ans, il y a des processeurs parfois 2-3-4 fois plus rapides qui sortent pour le mettre à jour. Oui. Pour un prix très réduit. Ça m'est déjà arrivé de donner ou de revendre des anciens processeurs que je n'utilisais plus. Un ami qui me demande, écoute, j'ai ici j'ai un ordinateur qui est un petit peu vieillot. Je dis, écoute, moi j'ai ici un processeur qui traîne sur une carte mère. Moi, je te le donne volontiers. Par exemple, ça va être 3 fois plus rapide que ce que tu as. J'ai comme ça donné des processeurs à mon frère. Et encore pas, il y a pas si longtemps que ça. Et j'ai déjà acheté des processeurs d'occasion en ligne. Donc, ce que je trouve dommage, c'est que ça risque d'affecter des étudiants et des personnes justement qui ont envie de chipoter et de mettre à jour leur machine à bas prix, et en s'attaquant à du matériel qui est de prix abordable, parce qu'un mini PC à 500 €, je trouve pas que c'est quelque chose qui est atrocement professionnel. Donc ça, voilà, je trouve ça comme tu dis, Marc, autant souder le processeur à la carte mère, si c'est pour faire ça. Ça revient aux discussions d'obsolescence programmée, cette fois-ci au niveau des processeurs, où on va t'obliger finalement à changer l'ensemble, alors que tu pourrais changer qu'un seul composant. Quel est leur intérêt pour faire ça? Quel est l'intérêt commercial? Tu veux changer de processeur, tu changes tout. Oui, mais c'est pas nécessairement eux, c'est pas AMD qui vend le reste, donc voilà, je comprends pas où ça se place dans un écosystème économique. À vie personnelle, je pense qu'ici, c'est l'avantage chez Lenovo, et AMD leur offre cette opportunité. Oui. Oui, pour Lenovo, c'est plus clair. Oui. C'est ça. Donc, ceci étant dit, je pense que l'on est sur, pour parler du coup de mon ressenti, on est sur des sphères qui sont très de PCistes quelque part, parce que quand tu es dans l'univers Apple, tu remplaces pas le processeur. Tu vois, t'achètes une La question se pose pas. La question se pose pas, et on est très content comme ça. Dans un univers, je dis PCiste entre guillemets, c'est parce qu'on a plus tendance peut-être à mettre les mains dans le cambouis et à se faire sa propre machine, etc. Voilà. Il y a une problématique similaire chez Apple, entre autres avec les écrans et les touchscreens qui sont verrouillés au matériel et qui, en quelque sorte, empêchent les réparateurs non officiels Apple de pouvoir même échanger un écran
original Apple et touchscreen d'un iPhone, un vrai iPhone, pas quelque chose de contrefait, et de le swapper sur un autre iPhone, parce qu'en fait, l'autre iPhone, voilà, l'écran était toujours bon, mais il y a quelque chose d'autre de grillé. Oui, c'est ça. Voilà. Donc la problématique la problématique existe, mais pas au niveau des processeurs. Elle est sans fin en tout cas, ça on l'a bien compris. Et si vous qui nous écoutez, vous avez votre petit mot à dire ou votre expérience personnelle à apporter, une fois de plus, n'hésitez pas en commentaire, où que vous soyez, sur n'importe quelle plateforme, on essaye de vous lire systématiquement et de se faire éventuellement aussi l'écho de ce que vous nous avez dit, ou d'y répondre en tout cas. Donc n'hésitez pas un seul instant. Merci pour ce sujet, David. On va parler de licorne Exotech. C'est la 25e licorne française, Sébastien. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une promesse qu'avait fait Emmanuel Macron il y a quelques temps, de dire on ira jusqu'à 25 licornes, machin, etc. Mais la France a du coup quelques années d'avance, parce que lui, il voyait ça un petit peu plus loin. Il voyait ça en 2025, je ne dis pas de bêtises. Oui, j'avais pas suivi l'annonce de Macron, mais c'est vrai qu'il avait parlé de ça et c'était une de ses stratégies du quinquennat, c'était favoriser les startups. Petit rappel, une licorne, c'est une startup, donc une jeune société qui est valorisée pour 1 milliard d'euros. Valorisée, ça veut pas dire que ils les ont dans leurs clients ou dans leur compte en banque ou pour leurs employés, mais en tout cas, s'ils doivent la revendre à quelqu'un, c'est la valeur qu'a cette société. Souvent, c'est la valeur qu'a apporté les investisseurs dans la société. Ils ont reçu 300 millions de là, 200 millions. Et la somme fait le milliard d'euros. Quels sont les autres 24 licornes? Je vais pas vous faire la liste, mais il y a quand même des noms sympas. Oui. Blablacar, Back Market, Deezer, Doctolib, OVH. Qu'est-ce que je connais encore? OVH, exactement. Voodoo, qui était un éditeur de jeux, de petits jeux pour mobile. Beaucoup de petits jeux. VP, les ventes privées. Kanto, qui est une solution de paiement, je pense, pour les professionnels. Les autres sont plus inconnus pour moi. Mano, voilà. Ce sont les 25, enfin, la liste des 25 licornes françaises. Pourquoi je voulais parler d'Exotech? Pour deux choses. D'abord, je suis pas français, mais j'habite en France. J'habite dans le nord de la France. Et Exotech, c'est à 10 minutes en voiture d'ici. Donc, j'étais content, j'avais envie de faire Cocorico. Pour préparer pour préparer cet épisode, je me suis dit, tiens, je me demande de quelle région ils sont, Exotech. Et j'ai cherché, j'ai pas trouvé, j'ai pas beaucoup consacré de temps à ça, je dois le dire. Ils sont entre Lille et Roubaix, donc un peu à la sortie. Dans le nord, quoi. Okay. Dans le nord, ce qui est le sud pour vous, ou le nord-ouest pour toi, David, très, très à l'ouest. Oui, très, très. Mais tout est relatif. Donc oui, c'est une start-up du Nord. Tu l'as dit dans le chapeau au début, je vais pas répéter, 300 employés, ils comptent en engager 500. Mais de nouveau, je voudrais rebondir sur ce sujet-là pour expliquer quelque chose d'autre que je connais bien et qui me tient à cœur. Ce sont les robots dans les centres de distribution. Donc qu'est-ce que fait Exotech? Ils vendent des robots, ils conçoivent, ils fabriquent, ils déploient des robots pour des chaînes de distribution. Typiquement, imaginez les grands entrepôts de Carrefour, par exemple, qui doivent préparer vos commandes quand vous achetez en ligne. Eh ben, il faut, c'est pas toujours des petites mains qui vont chercher tous les produits dans les rayons et qui vous font vos paquets. Tout ça, c'est assisté par des robots. Ça avait commencé avec des bras robotisés. Si vous regardez la vidéo du podcast, c'est ce que vous avez à l'écran pour le moment. Et ils ont évolué dans une autre sorte de robot. Il se trouve que je connais bien. Alors, je connais pas ceux d'Exotech. Je connais ceux d'un concurrent d'Exotech. Et j'ai envie d'expliquer ce concurrent d'Exotech, enfin, comment ça marche. Parce que la technologie là derrière est assez passionnante. Donc, les robots qui font Exotech, et ceux que j'ai envie d'expliquer, ce sont des robots qui ressemblent à des tondeuses électriques. Oui, c'est ça. Vous savez, ces tondeuses automatiques, les trucs qui tondent la pelouse, c'est un truc carré, assez plat, qui doit faire 80 cm sur 80 cm à peu près, et qui est capable d'aller se positionner en dessous d'une étagère, de lever l'étagère et de l'amener auprès de la personne qui fait l'emballage. L'exemple que je connais, c'est une grande société américaine, vous devinerez facilement, qui envoie des millions de boîtes en carton sur le pas de vos portes tous les ans, des milliers par heure en tout cas. Et l'idée, c'est exactement ça. Avant ces robots, il fallait que des gens aillent marcher sur des entrepôts énormes qui font parfois la taille de plusieurs terrains de football pour aller chercher les différents articles d'une commande. Il se trouve que dans ces entrepôts dont je parle, les articles ne sont pas groupés ensemble. On n'a pas tous les livres, et puis tous les couches culottes, et puis non. C'est tout à fait pseudo-aléatoire, de manière à maximiser l'espace de rangement. Il y a moins d'espace vide si on peut mettre une peluche à côté d'une boîte de linge, à côté d'un CD et d'un bouquin. Et donc il y a un système informatique qui garde trace de
où se trouve quoi. Et avant, c'était des gens qui allaient avec un lecteur de code barre, aller chercher les trucs et puis les ramener pour les mettre dans des boîtes. Maintenant, ce qui se passe, les gens ne bougent plus, ils sont sur un poste de travail et c'est le robot tout seul qui va chercher la bonne étagère, la soulève et puis se balade dans les X terrain foot d'allées de rayons pour aller amener l'étagère au poste de travail. La personne a toujours son scanner, il prend l'article qu'on lui demande de prendre pour préparer plus tard le paquet et le robot va remettre l'étagère quelque part. Et la technologie qui est fascinante là-dedans, c'est que ces robots sont pas pilotés. Il n'y a pas une tour de contrôle en dessous de l'étagère qui contrôle le chemin de ces dizaines, ces centaines de robots. Non, ils fonctionnent eux-mêmes, ils sont autoprogrammés avec de l'intelligence artificielle pour ne pas se rentrer dedans, pas de collision, parce que ça serait une perte de temps, ça serait bête qu'il y ait deux robots qui se rentrent dedans, et évidemment pas toucher quelqu'un non plus, parce qu'il y a encore des gens qui se déplacent, etc. Donc la sécurité étant la première priorité des employeurs qui travaillent dans ce domaine-là. Et donc ces machines sont autonomes, elles sont intelligentes, elles savent qu'elles doivent aller chercher l'étagère machin X et la porter au poste de travail machin chose. J'imagine que le système apprend aussi des habitudes de fonctionnement de l'entreprise et va positionner l'étagère à l'endroit le plus propice où il y aura le moins de distance à parcourir. Enfin, il y a aussi une... Exactement. Et c'est à ça que je voulais en venir dans la deuxième partie. C'est une fois que l'article a été pris, où est-ce que le robot va aller remettre l'étagère à votre avis? Oui. Est-ce qu'il va aller la remettre là où il l'a pris? Ben non, pas nécessairement, parce qu'il y a une autre série d'algorithmes qui essayent de prévoir la demande. Alors, je le dis souvent, mais ça fait un peu peur quand je le dis comme ça, de prévoir ce que vous allez acheter, de manière à ce que le bon article soit dans le bon entrepôt au bon moment, de manière à ce qu'on puisse vous livrer en 24 heures entre le moment où vous commandez et le moment où vous avez le truc chez vous. Et donc tout ça, il y a énormément d'apprentissage machine pour comprendre la saisonnalité des produits, les habitudes d'achat. Alors évidemment, c'est pas individuel à toi, Marc, ou toi, David, ce que toi tu vas acheter, mais c'est la tendance. Quel est le stock qu'on a besoin de brosse à dents, de CD, de couches culottes, de machin, en fonction de la saisonnalité, de la météo et d'autres facteurs, des vacances et d'autres facteurs extérieurs. Et donc si l'algorithme pense qu'il y a une forte probabilité qu'un autre article de la même étagère soit commandé dans les minutes voire les heures qui viennent, le robot va aller repositionner cette étagère pas trop loin de l'endroit où il y a les gens qui assemblent les trucs. Tandis que s'il y a peu de probabilité qu'on achète quelque chose, qu'un client achète quelque chose dans les heures qui viennent, le robot va aller remettre l'étagère plus loin dans... C'est un super magasinier intelligent. Ouais. Alors, je connais pas de Tetris aussi d'ailleurs. Et de Tetris aussi, parce que c'est un casse-tête de logistique incroyable. Ouais. Alors, je connais pas les robots d'Exotech. Donc, encore une fois, ce que je décris n'est pas nécessairement la technologie qu'utilise Exotech, et je vais être très clair là-dessus. En revanche, la similarité avec Exotech, ce sont ces robots relativement plats qui sont capables de se glisser en dessous d'une étagère, de la lever et de la porter à un poste de travail. Ça, c'est ce que fait Exotech. Maintenant, je suis pas rentré en détail dans le produit. Je connais pas le niveau d'intelligence qu'il y a. J'expliquais un autre système concurrent d'Exotech. Les robots que j'expliquais s'appellent Shiva. Voilà. Okay. Et donc c'était l'occasion pour moi de parler technologie et de parler d'intelligence artificielle dans un contexte de distribution ici, de logistique. Alors c'est assez rigolo parce que chaque fois qu'on parle de ce genre de choses, de logistique, d'entrepôt, etc., il y a forcément aussi la place de l'humain dans l'entrepôt et dans ces centres logistiques. Et quand je regardais l'article qu'on vous a partagé, c'est un article de chez Clubic, très bien rédigé, etc. Et en dessous il y a des commentaires. Et quand on lit un petit peu les commentaires, on se rend compte que tout devient très très vite politique. Et que là il y a des gens qui s'indignent en disant oui mais c'est des travaux qui étaient dévolus à des gens peu formés, peu instruits, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se retrouver au chômage. Puis d'autres qui disent oui mais enfin c'est ce que vous voulez là, c'est de l'esclavagisme. Ici ça va remplacer des tâches répétitives et abrutissantes et ingrates. Donc voilà. Donc ça porte aussi, au-delà de l'aspect purement technologique, ça porte aussi une question de société, de réflexion, d'éthique. Et c'est pas simple, il faut le reconnaître. Oui, mais Cocorico, pour une fois, c'est une société européenne qui est en train de faire le buzz sur ce marché-là, là où d'habitude ce sont les grands méchants américains. C'est un syndrome très français aussi, et je m'excuse s'il y a des Français qui nous écoutent, et je sais qu'il y en a, à critiquer les succès, au lieu de dire bravo, c'est un succès, vous avez réussi. Parce que les clients d'Exotech, ils sont pas que en France, c'est une boîte qui vend à l'international, et donc voilà, il faut être fier de ces fleurons technologiques.
Il faut être de bon compte, hein. Tous les commentaires ne vont pas dans le sens que j'ai décrit, mais il y en a toujours. Il y en a toujours un qui a, ouais. Voilà. Peut-être juste un commentaire, David, ou tu passes la main, c'est comme tu veux. Pour ce qui est logistique, je trouve que ça peut être très positif parce que ça peut faire une grosse économie en énergie et en temps. Bon, ici on parle d'un entrepôt, mais quelque chose qui est mal optimisé, ça peut faire une perte énergétique, une perte de temps qui est énorme et qui n'est pas très écologique. Et si on regarde, si on étend ça au niveau mondial, ça permettrait d'éviter par exemple des colis qui font 3 fois le tour du monde avant d'arriver à destination. Aussi. Ça permettrait de mieux optimiser les transports, si c'est poussé mondialement. Oui, d'un côté, on peut dire ça va peut-être enlever du travail à certaines personnes, mais d'un autre côté, ça va peut-être un petit peu faire diminuer le gaspillage énergétique mondial. Je pense qu'aussi, enfin, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais je pense que si ça fait perdre peut-être certains emplois qui étaient ingrats, qui étaient durs, etc., il y a peut-être à la place d'autres emplois à créer dans ces domaines-là, plus valorisants pour l'individu, plus utile. C'est avis tout à fait personnel. Dans la robotique. Et voilà, c'est tout le problème de la robotique. Et après, on peut parler de taxes sur la robotique. Certains voudraient imposer des taxes sur la robotique pour combler le manque par rapport à l'emploi humain. Voilà, donc tout un débat. On va pas l'ouvrir ici. On a déjà été loin dedans, mais n'hésitez pas à laisser votre avis. Et si vous voulez qu'on en parle un jour, on peut éventuellement en parler, mais c'est pas le cas ici parce qu'il y a d'autres choses dans la conduite. Voilà. On est à la lettre N comme Nvidia, David. Nvidia qui annonce le DLDSR, et tu me l'as mis 2 fois, le DLDSR. Qu'est-ce que ça va changer dans nos jeux, dans vos jeux, vous qui utilisez des cartes graphiques Nvidia, qu'est-ce que ça va faire avec, justement, qu'est-ce que ça fait aux cartes graphiques, et qu'est-ce que c'est, David, tu vas nous expliquer ça. Voilà, DLDSR, ça veut dire Deep Learning Dynamic Super Resolution. Donc c'est une technique qui existait déjà sans le DL devant, donc DSR, qui consiste à faire le rendu d'un jeu ou d'une scène graphique dans une résolution qui est nettement plus élevé que l'écran, que la résolution finale. Alors, à quoi est-ce que ça sert d'avoir un rendu en 4K sur un écran 1080p? La raison, c'est que il y a tous des effets d'aliasing. Donc, par exemple, une diagonale ne va pas être naturel, il va avoir un effet d'escalier, et le fait de rendre ça en plus haute résolution et de rediminuer par après permet d'avoir une image de nettement meilleure qualité perceptive. Par contre, ça a un coût énorme parce que rendre une vidéo 4K alors qu'on a besoin que de Full HD, c'est 4 fois plus de pixels, 4 fois plus de calculs, et donc le Deep Learning Dynamic Super Resolution, c'est un peu ce que Nvidia avait déjà mis en place avec le DLSS, qui lui était un rendu en plus basse résolution et l'améliorer avec une intelligence artificielle pour avoir un coût de calcul plus faible et de meilleure performance. Et c'est exactement ce qui se passe ici également. C'est qu'ici, ça fait la même chose que le DSR, sauf que ça le fait avec 2,25 le DSR, c'est 4 fois plus de pixels que le rendu final, et ici ce n'est que 2,25 fois plus de pixels, avec un résultat qui est aussi bon, si pas meilleur. Ce qui va se traduire dans les jeux pour une qualité d'image équivalente, d'avoir des performances qui sont de 30 à 40% supérieures sans devoir acheter une nouvelle carte graphique. Ce qui est bien, c'est qu'ici Nvidia a activé ça dans ses derniers drivers gamer, mais qui
vont passer sur les autres drivers, et qui peut s'appliquer à virtuellement tous les jeux, contrairement au DLSS qui là nécessitait que les développeurs implémentent cette technique dans leur jeu. Ici, c'est quelque chose qui va pouvoir profiter aux jeux un peu plus anciens, et de pouvoir du jour au lendemain à qualité d'image équivalente de gagner 30 à 40% de performance. Personnellement, j'ai regardé plusieurs vidéos qui faisaient les comparatifs entre résolution native, DSR et cette nouvelle technique de DLDSR. C'est tout à fait convaincant. Et les performances sont au rendez-vous, donc je trouve que c'est quelque chose de chouette, parce que ça ne coûte rien, ça fait gagner 30% de performance, enfin jusqu'à 30-40% de performance à qualité d'image équivalente. Voilà, c'est le bienvenu, je trouve. Et sur des cartes RTX, vous n'avez même pas à changer votre carte, c'est software, donc c'est le driver, donc c'est encore mieux quelque part. Il faut pas réinvestir, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà. C'est plutôt surtout à l'époque où c'est difficile de mettre à jour sa carte graphique. Oui. Comme on en a parlé et reparlé. Donc, je veux dire, c'est quelque chose dans le bon sens. C'est que Nvidia pourrait dire non, nous ça nous intéresse que les gamers ils s'achètent des nouvelles cartes graphiques. Non, ils font parfois quelque chose de sympa quand même. Voilà. Oui, ils font souvent des choses sympas. Oui, c'est ça. Peut-être un avis avant de passer à la suite de Sébastien. Une question rapide, on a déjà parlé beaucoup d'upscaling et de l'assistance de l'intelligence artificielle, enfin l'apprentissage machine et le deep learning pour faire de l'upscaling d'image, aller générer des pixels là où il n'y en a pas, et c'est un problème que toutes les télés ont, puisqu'on a une télé 4K à la maison, alors que le signal qu'on reçoit quand on regarde la télé traditionnelle à papa, c'est maximum du HD, donc il faut bien doubler le nombre de pixels, enfin quadrupler le nombre de pixels pour être correct. À quand ce genre de cartes, ce genre de technologie dans les télés? Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce qu'il y a de la recherche? J'ai rien vu passer au CES cette année. Non. Maintenant, c'est pas mon domaine de prédilection non plus. Je sais pas, David, si tu as déjà vu ça. Ça existe. Ça existe. Oui, et puis Nvidia encore. Nvidia, oui, c'est ce que j'allais dire. Et puis Nvidia Shield, dans la Shield. Il y a aussi au niveau des progressions monstrueuses au niveau des codecs aussi, de l'encodage du flux se perfectionne sans cesse, et donc là aussi il y a des économies qui se font, des économies d'échelle qui se font sans perte de qualité, voire à des qualités, comme tu disais, on serait tenté de dire supérieures. Disons que ça flatte l'image, ça flatte l'œil. Non, même. Voilà. Indépendamment du codec, il y a un problème. Un écran télé, c'est une matrice. Oui. Je reçois un signal avec 1080 points et je dois l'afficher sur quelque chose qui en fait le double. Donc il faut extrapoler. Donc et ça, le codec peut pas aider. Et donc comment est-ce qu'on extrapole? Pour le moment, c'est des chipsets dans les télés, mais est-ce qu'on utilise aussi ces réseaux, ces techniques de machine learning et de deep learning dans les télés? C'était la question pour laquelle j'ai pas de réponse. Mais toi, tu dis, David, oui, il y a des Shield dans les télés. D'accord. Ah oui, la Shield. Les Nvidia Shield. Oui. La Shield a un upscaling d'intelligence artificielle que j'ai testé personnellement, et ils ont même activé ça à partir de 480p. Donc on sait faire un upscaling 480p intelligent. Bon, il n'y a pas de miracle, évidemment. Si on passe de 480p à 4K, il y a une telle différence de pixels. Mais par contre, la différence entre un upscaling standard, tout simplement un suréchantillonnage et réseau neuronal, il y a une différence flagrante. Mais est-ce qu'on trouve ça dans les télés aujourd'hui, ou c'est réservé aux ordinateurs? C'était ça la question. Est-ce que dans la télé qu'on a dans le salon, on trouve ce genre de technologie? Certaines télévisions, on va dire de catégorie supérieure, offrent alors après ça porte des noms, c'est des fonctions d'amélioration de l'image et des choses comme ça, qui des fois créent aussi des artefacts c'est pas nécessairement c'est pas parfait non plus. Donc on voit souvent ça dans les télévisions, le petit bouton magique qui fait que ça va aller mieux, ça va être mieux, mais on sait pas ce qu'il y a derrière. Donc c'est aussi un peu ça mais c'est vrai qu'en intégration dans une TV directement, je n'ai pas connaissance non plus d'une marque de TV qui s'en vante ouvertement. Oui, c'est ça, c'est pas un argument. Déjà,
Elle serait beaucoup plus épaisse et ça ferait beaucoup de bruit. Il faut refroidir ces trucs-là. Il y a des ventilateurs. Oui, peut-être ou pas. TV refroidi par eau. Il faut la nature du processeur. Voilà. Mais non, mais c'est vrai. Il faut tout considérer. Bref, voilà, de belles images. On peut passer à la suite. On va parler un peu de virus. Ça fait longtemps. On va parler de SysJoker. C'est un malware qui tourne même en natif sur les Mac M1, paraît-il, mais aussi les Mac Intel. Donc c'est essentiellement les Mac qui sont visés par ce malware, ce logiciel malveillant, David. Je n'ai pas été tout à fait honnête avec le titre parce que j'ai parlé du Mac et en fait c'est sorti sur PC d'abord. En fait c'est un malware qui s'attaque à toutes les plateformes, que ce soit Windows, que ce soit Linux ou que ce soit Mac. Bon, ok, j'avoue ma faute, mais les utilisateurs de Mac se vendent tellement qu'il n'y a pas de virus sur Mac. Je pouvais pas m'en empêcher. Et puis attaquer le processeur M1 qui dépasse de loin tous les autres, forcément, on a envie, quoi. Voilà. Sinon, oui. Vas-y. Donc ce malware est un malware qui apparemment est en circulation depuis 6 mois et qui n'a pas été détecté jusque très très récemment. Il a été détecté en faisant une analyse d'une attaque qui a été faite sur un serveur web Linux d'une institution éducationnelle. Et c'est apparemment une attaque qui a été initiée à la mi-2021, donc il y a 6 mois, et qui est quelque chose de très furtif. C'est un malware en fait qui s'installe sur la machine. Qui utilise une infrastructure C2. C2, qu'est-ce que c'est? C'est Command and Control, qui s'appelle aussi C&C, qui est en fait tout un set de techniques que les personnes qui font des malwares utilisent pour garder et maintenir une communication avec les machines qui sont compromises. Il y a, je pense que c'est 16 techniques principales. Je vais pas rentrer dans les détails. Il y a des sites spécialisés, on pourrait y passer beaucoup de temps, mais ici ils utilisent des domaines compromis et en fait le malware une fois qu'il s'est installé utilise ces domaines pour aller rechercher des instructions, entre autres ici également un fichier texte qui est mis sur un Google Drive. Le fait d'avoir une liste de domaines, ça permet d'aller essayer de chercher des informations à gauche et à droite. Et si une source a été bloquée, il sait aller chercher ailleurs. Ça permet à l'attaqueur de pouvoir mettre à jour, de pouvoir garder un œil sur les machines qui sont compromises et de pouvoir leur donner des instructions sur ce qu'ils veulent qu'elles fassent. Parce que bien souvent, ces backdoors sont installés, restent inactifs pendant un certain temps, justement, comme les virus naturels. Mais au plus longtemps l'incubation est longue, au plus longtemps, au plus de personnes peuvent être infectées avant qu'on se rende compte qu'il y a une maladie qui est derrière. Et en fait, ici, lors de l'analyse qui a été faite, il y a eu 3 changements sur les fichiers de contrôle, ce qui veut dire que l'attaquant est actif et surveille les machines compromises. D'accord. C'est un cheval de Troie, quoi, en gros. Hein. C'est le principe. C'est un cheval de Troie. Ouais.
C'est le principe. C'est un petit truc discret qui reste calmement dans un coin en essayant d'être le plus discret possible, de pas se faire voir et qui attend des commandes qui viennent d'un centre de contrôle et commande, comme David l'a expliqué. Ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est à quel point il essaye de rester discret. Il utilise des techniques vraiment avancées pour ça. Et l'autre aspect intéressant, c'est qu'il est multiplateforme. C'est rare ça, c'est très très rare parce que souvent c'est programmé dans des langages relativement bas niveau et donc on fait un malware pour Windows ou pour Mac ou pour Linux. Mais là, un qui couvre tout, différentes architectures de processeurs en plus et tout, c'est très 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 rare et donc ce faisceau de 2 indices semble indiquer que ce sont des groupes relativement puissants et qui ont des moyens et qui ont du temps et du budget et des talents pour écrire ce genre et donc on soupçonne quelque chose plutôt lié à de l'espionnage d'un gouvernement que simplement le hacker de 16 ans qui est dans sa chambre. Il est, parce que bon, c'est bien de crier au loup, etc. Il y a une procédure de nettoyage qui est mise en œuvre, quelle que soit la plateforme. J'allais dire c'est réglé, mais c'est peut-être pas pour tout le monde. Mais... c'est réglé. Oui, il y a des outils de détection maintenant. Plusieurs antivirus le reconnaissent. Le problème, c'est que entre la première version qui a été découverte, parce que historiquement, on sait voir au niveau de sites comme Virus Total et tout ça, tout ce qui a été envoyé par des utilisateurs, parce que c'est une plateforme qui permet de faire un drag and drop d'un fichier et d'avoir une base de données de tous les antivirus, mais ça permet aussi de garder une historique et de se rendre compte après coup quand est-ce que c'est la première fois que ça a été dans la nature. Et il est sorti sous Windows, il y a des variations, donc c'est pas tout à fait le même code, c'est des variations qui sont sorties pour Linux et pour Mac et y compris en natif, ce qui laisse en effet, comme tu le dis Sébastien, penser que c'est relativement costaud ce qu'il y a derrière comme groupe qui est derrière ça, et il y a des enjeux et des attaques qui sont probablement de niveau gouvernemental ou de niveau industriel de très haut niveau. Et donc Madame Michu n'a pas grand-chose à craindre, c'est pas après elle qu'ils en ont, mais si vous êtes journaliste, activiste politique, vous travaillez pour une grande société internationale, voilà, ça c'est plutôt le genre de cible. Ouais, effectivement. Quoique ça, un trojan de la sorte peut aussi être utilisé pour voler des clés d'encryption de Bitcoin, pour voler les informations personnelles, ou tout simplement pour utiliser l'ordinateur de Monsieur Tout le Monde pour attaquer une cible, pour lancer des attaques. Donc voilà, je veux dire, à partir du moment où les informations personnelles et qu'il y a des bitcoins à perte, Monsieur Tout le Monde n'est pas à l'abri. Oui, effectivement. Merci. Allez, la petite cerise sur le gâteau, vous savez, le oui mais non à la lettre W chez les technos, c'est l'information improbable, technologique, mais improbable, un petit peu particulière, un peu rigolote, qui sort de l'ordinaire, quoi. Ici, il s'agit d'une application minimaliste, Sébastien. Alors moi j'aime bien le design minimaliste, j'aime bien les choses épurées et je trouve que c'est plus zen, voilà, les bureaux bien dégagés, sans câble qui passe, etc. Et là j'ai trouvé mon plaisir, c'est une application qui s'appelle Just Button, en français ça veut dire juste un bouton. Et donc c'est une application pour iOS qui est disponible sur l'App Store, donc qui a été approuvée par Apple, et c'est pas une blague, qui affiche au milieu de votre écran un bouton à cliquer, enfin à taper avec son doigt, et juste en dessous un compteur qui dit combien de fois vous l'avez tapé. Voilà. Non, je vais quand même continuer un tout petit peu. C'est très minimaliste. Alors ils disent qu'il n'y a pas d'app, qu'il n'y a pas de pub, c'est vrai. Il n'y a pas de in-app purchase, d'achat intégré à l'application, c'est vrai. Ils disent qu'il n'y a pas de Bitcoin mining. Il faut les croire. A priori, c'est sur l'App Store. J'espère qu'Apple a vérifié ça correctement également. C'est une application qui fait rien et je trouvais ça consternant. Alors, vous connaissez ma conscience professionnelle quand même. J'ai voulu la tester pour les technos. Donc, au souper ce soir, au dîner pardon ce soir, j'ai installé l'application et j'ai commencé à taper sur le bouton. Eh bien, devinez quoi? Quand le compteur arrive à 100, il y a une barre grise qui apparaît en dessous. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe après? Donc, j'ai refait 100 tapes. À 200, il y a un petit carré qui apparaît dans la barre grise. J'étais jusqu'à 300.
Il y a un petit rond qui apparaît dans la barre grise. J'ai pas été au-delà de 300. Donc, si vous savez ce qui se passe à 400, 500, 600 et au-delà, dites-le moi, je suis très curieux. Mais voilà, dire qu'il y a des gens qui font ça, il y a des gens qui l'installent et qui l'essayent. Moi, notamment, des gens qui en parlent sur Twitter et sur LinkedIn. C'est une application je ne sais pas minimaliste. pourquoi je pense à la série Lost dont tout le monde se rappelle. Et ce code qu'il fallait taper toutes les X temps, machin, c'est un peu ça, quoi. C'est addictif dans le même sens, sauf que là, il n'y a pas de code. C'est juste un bouton. Moi, ce qui m'étonne quand même, c'est qu'on en est à la version 1.2.5. Oui, ça j'ai vu aussi dans les release notes, qui indique des bugs fixes. Oui, c'est ça. Il y a eu des bugs fixes, il y a eu des évolutions, donc je trouve ça assez particulier. Et alors, dans les commentaires, je prends juste le premier que je vois, c'est ajouter l'option pour couper le son, vibration, etc. Ah oui, c'est vrai, il y a une petite vibration. Quand vous cliquez sur le bouton, ça fait bzzz. Donc, il y a quelqu'un qui voudrait qu'il y ait encore une évolution possible, c'est de pouvoir couper le son, mais ça ferait un bouton de plus, c'est dommage de passer à côté de cette histoire-là. C'est quand même très particulier, voilà, ça ne demande aucun commentaire, je pense, de personne, même pas de moi. Ah bon, d'accord. Vas-y. Vas-y. Ah, si. Moi, ça m'a fait penser à quelque chose. Ce n'est pas totalement con, parce que moi, quand j'étais enfant, j'avais récupéré un petit appareil de mon grand-père qui était en fait un petit boîtier qui se tient dans la main, qui est mécanique, avec un bouton, et à chaque fois qu'on appuie dessus, le compteur s'incrémente de 1. Et en fait, ça servait au niveau de la voirie, des employés qui, à chaque passage de voiture, cliquaient sur le bouton pour faire des statistiques de passage. Oui. Donc, ça m'a fait penser à ça. Donc, ça peut faire, voilà. on peut faire des comptabilisations de manifestations, mais pas plus de 100 manifestants. Parce que bon, maintenant évidemment il y a des techniques pour faire il y a des compteurs automatiques et tout ça, mais quand on compte quelque chose et qu'on compte 1, 2, 3, finalement on a l'esprit embourbé avec des nombres, on ne sait même plus où on en est, et après on ne sait plus s'arrêter de compter quand on arrête. Tandis que si on a quelque chose à pousser avec le doigt à chaque fois qu'il y a quelque chose qui passe, voilà. Oui. Bon, ça c'est la petite parenthèse. Évidemment, ça a moins d'utilité aujourd'hui. Oui, mais non peut conduire aussi à du premier degré. Ça peut arriver aussi. C'est rare, mais ça arrive quand même. Voilà la conclusion de cet épisode 337. Une fois de plus, on a passé un bon moment. J'espère que c'est votre cas aussi chez vous. N'hésitez pas à le faire savoir si c'est le cas, via les réseaux sociaux ou via les différents canaux par lesquels vous pouvez nous adresser vos commentaires. Merci d'avoir écouté cet épisode. Évidemment, il y aura un bonus qui s'en vient dans les jours à venir. Peut-être qu'il est déjà là. Je sais pas. Il faut aller voir. En tout cas, vous en serez notifié certainement si vous êtes abonné, soit sur notre chaîne YouTube, soit sur une application de podcast. Ça, c'est une bonne chose à faire aussi, c'est de cliquer pour avoir les notifications, évidemment. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Merci David, merci Sébastien, et on se dit donc du coup à très vite pour le bonus. Salut à tous, passez une très très bonne semaine, prenez soin de vous et prenez soin des autres aussi.